Le 16 mai 2008, dans une synagogue luxueuse de Neuilly-sur-Seine, Jean Sarkozy épouse Jessica Sebaoun Darty sous les regards émus d'une république entière. 15 ans plus tard, il n'en reste rien. Pas de communiqué, pas de photos, pas d'annonce officielle. Juste un vide. Pourquoi la presse française, si prompte à scruter les moindres faits et gestes du clan Sarkozy, a-t-elle gardé le silence sur ce divorce ? Qui a effacé les traces? Qui a protégé qui? Derrière ce mariage entre le fils du président et l'héritière d'une fortune colossale se cachait une pression insoutenable. Et si cette séparation avait détruit non seulement un couple, mais aussi une carrière, un destin politique, un héritage? Et si cette affaire privée, en apparence sans conséquence, était en réalité un scandale d'État soigneusement étouffé? L'histoire que vous allez entendre n'a jamais été racontée ainsi, jusqu'à aujourd'hui. Jean Sarkozy naît le 1er septembre 1986 au cœur d'un monde déjà baigné de politique, de lumière et de responsabilité. Fils cadet de Nicolas Sarkozy et de Marie-Dominique Cuglioli, il grandit dans l'ombre grandissante d'un père obsédé par l'ascension. Très jeune, Jean comprend que son nom est une arme autant qu'un fardeau. À 10 ans, ses parents divorcent. À 15 ans, son père se remarie avec Cécilia Siganet-Albénèze et à 19 ans, il découvre l'Élysée de l'intérieur en tant que fils du président. On attend de lui qu'il suive les pas, qu'il apprenne les codes, qu'il devienne digne de l'héritage. À défaut d'une vocation politique viscérale, il s'efforce d'en revêtir l'apparence. C'est à cette époque qu'il rencontre Jessica Sebaoun Darty, issue d'une lignée tout aussi puissante, mais dans un tout autre domaine, le commerce. Son grand-père, fondateur de l'Empire Darty, a bâti une fortune estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. La famille Sebaoun est respectée, influente, discrète. Jessica est belle, brillante, réservée. Étudiante en droit comme Jean, elle attire immédiatement l'attention des médias par cette union potentielle entre deux dynasties françaises, l'une politique, l'autre économique. En mai 2008, leur mariage religieux, célébré dans la plus stricte tradition juive séfarade, rassemble le tout Paris. La cérémonie se tient à la synagogue Copernic, sous haute sécurité. Sont présents des ministres, des chefs d'entreprise, des proches du président. La presse People s'extasie, un mariage présidentiel bis, le couple de l'avenir. Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État, est rayonnant. Jean, cravaté, sourit sous les flashs. Jessica, robe blanche immaculée, incarne la grâce et l'ambition discrète. Ce mariage n'est pas seulement une alliance sentimentale, il est aussi une vitrine. Le jeune Jean Sarkozy, souvent moqué pour ses maladresses et son look de gendre idéal, y gagne une légitimité nouvelle. Grâce à cette union, il change de statut. Il n'est plus seulement le fils du président, il devient un futur leader possible. La droite y voit une relève, une continuité rassurante dans un climat politique instable. Jean entre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, reprend des études de droit et rejoint peu après le Conseil général des Hauts-de-Seine, bastion sarkozyste. Les premières années du couple semblent alignées avec ce récit parfait. On les aperçoit aux premières loges de Roland-Garros, dans les réceptions officielles, toujours discrets mais soudés. Jessica, qui pourrait capitaliser sur sa fortune ou sa beauté, choisit la discrétion absolue. Aucun dérapage, aucune photo volée, aucune déclaration publique. Ce silence intrigue autant qu'il rassure. Elle devient l'antithèse des femmes d'eux, surexposées. Et pourtant, dans les coulisses, l'histoire commence déjà à se fissurer. Car cette alliance n'est pas exempte de tensions. Jean Sarkozy, dans l'euphorie du pouvoir, se lance en politique avec une ambition soudaine. En mai 2008, à seulement 23 ans, il est proposé pour diriger l'EHPAD, établissement public d'aménagement de la Défense. La France s'enflamme, les critiques fusent, népotisme, incompétence, imposture. Jean est brutalement projeté dans la tourmente, le scandale enfle. Nicolas Sarkozy, alors silencieux, finit par soutenir du bout des lèvres. Jean renonce à la nomination. Ce camouflet public est un coup d'arrêt, mais aussi un début. Celui d'un retrait progressif, d'un effacement, d'une lente disparition. Et dans cette descente silencieuse, Jessica reste mais s'efface. À partir de 2012, on ne la voit presque plus. Jean, lui, conserve quelques mandats locaux, sans éclat.
Le couple s'efface à deux. Mais nul ne comprend alors que ce retrait, cette discrétion extrême, dissimule en réalité une rupture plus profonde, une alliance orchestrée dans le silence, une fin que personne n'ose évoquer. Il fut un temps où Jean Sarkozy incarnait un avenir. Le fils de Nicolas Sarkozy, propulsé au devant de la scène, n'était plus seulement le fils d'eux. À 22 ans, il devient conseiller général des Hauts-de-Seine, fief historique de la droite dure et tremplin de son père. Il affiche une ambition tranquille, un aplomb désarmant, un sens du verbe hérité. Il séduit les caméras, malgré les moqueries sur sa coupe de cheveux ou son jeune âge. On le dit prometteur, doué, télégénique. Il cultive une allure polissée, presque trop lisse. Le regard déterminé, il répète en boucle vouloir servir sans jamais trahir son nom. Jessica, elle, reste dans l'ombre, discrète, élégante, inaccessible. En l'épousant, Jean n'a pas seulement trouvé une compagne, il a acquis une stature. Le clan Darty, bien que silencieux, pèse lourd. Plusieurs centaines de millions d'euros, une réputation sans tache, un réseau d'affaires transversal. Cette alliance familiale solidifie l'image du jeune loup. Dans les couloirs de l'Assemblée, on commence à murmurer qu'il pourrait aller loin. Certains envisagent déjà un destin ministériel, d'autres, plus hardis, évoquent une relève dynastique. Après Nicolas, Jean. C'est dans ce climat de quasi-consécration que l'affaire de l'EHPAD éclate. Octobre 2009. Jean Sarkozy est proposé pour diriger cet organisme stratégique, chargé de la gestion du quartier d'affaires de la Défense. À 23 ans, sans diplôme, sans expérience significative, il se retrouve au centre d'une tempête politique. La presse s'emballe. Libération titre « Le prince Jean au royaume de la Défense ». Le Canard enchaîné ironise sur sa fulgurante ascension. Sur les plateaux télé, les éditorialistes dénoncent un cas flagrant de népotisme. Sur les réseaux sociaux, les moqueries virales abondent. Pour la première fois, Jean trébuche. Il nie vouloir usurper quoi que ce soit, il se défend maladroitement. Il affirme vouloir apprendre, progresser, mériter. Mais le mal est fait. L'opinion ne suit pas. Les caricatures fleurissent. L'humiliation devient nationale. Finalement, sous la pression, il renonce à la présidence de l'EHPAD. C'est un coup d'arrêt brutal. L'élan est brisé, l'image écornée, le rêve dynastique fissuré. Mais dans ce chaos politique, le couple Sarkozy-Attias semble tenir bon. Du moins en apparence. Jessica continue de se taire. Aucune déclaration, aucun geste déplacé. Elle accompagne Jean dans les événements publics, puis se retire. Leur union devient symbole de stabilité, une façade de marbre. En 2010, Jean est réélu au Conseil général, mais son aura faiblit. Il tente de reprendre ses études de droit à Paris 1, échoue plusieurs fois, suscite des ricanements dans la presse. Loin de l'ascension fulgurante annoncée, il s'enlise. Pourtant, à chaque apparition publique, il se tient droit. Il parle de construction personnelle, de volonté de servir localement. Mais ceux qui l'ont connu de près sentent le flottement, l'hésitation. Derrière les sourires de convenance, une usure invisible s'installe. En 2011, la naissance de leur premier enfant ravive un peu l'attention. L'annonce est sobre, relayée sans éclat par l'entourage de Nicolas Sarkozy. Le président devient grand-père. L'image famille se renforce. Jean se fait rare, mais continue d'exister à travers ses fonctions locales. Il évite les grands débats, fuit les plateaux, décline les invitations médiatiques. Une stratégie de repli. Pourtant, en coulisses, les tensions se multiplient. Jessica, selon certaines sources proches du couple, supporte de moins en moins l'exposition médiatique de son mari. Elle, qui venait d'un monde où la richesse se vit en silence, se sent étrangère au tumulte politique. Leur rythme de vie, leurs attentes, leurs trajectoires divergentes. La fusion promise se transforme en cohabitation prudente. À partir de 2012, un effacement progressif s'opère. Jean renonce à se représenter. Il met un fin à ses ambitions politiques. Officiellement pour se consacrer à sa famille, officieusement pour sortir du champ de bataille. Ce retrait est perçu comme une retraite. Il devient avocat dans une étude parisienne discrète. Son nom disparaît des radars. Jessica, elle, disparaît tout court. Plus de photos, plus d'apparitions publiques. Leur image parfaite s'efface. Mais aucun journaliste ne s'en étonne. Le silence autour du couple devient aussi épais qu'un mur de pierre. Et personne, à ce moment-là, ne comprend que derrière cette disparition médiatique se joue une rupture bien plus profonde. L'union de deux héritiers, politiques et financiers, vient de voler en éclats. Et personne, ou presque, ne veut en parler.
Le grand public l'ignore encore, mais à partir de 2015, Jean Sarkozy et Jessica Sebaoun-Attias ne partagent plus ni projet ni domicile. Officiellement, rien n'a été annoncé. Aucun communiqué, aucun mot dans les médias. Pourtant, dans les cercles privés, le secret est déjà éventé. Une source proche de la famille parle d'une séparation de fait, actée dans le silence. D'autres évoquent des tensions insurmontables, des désaccords profonds. Ce qui avait été vendu comme une alliance stratégique entre deux empires, le pouvoir politique et le capital marchand, s'est transformé en cohabitation froide, puis en effondrement discret. Le divorce, selon plusieurs journalistes de l'ombre, aurait été prononcé entre 2018 et 2019, mais dissimulé sous plusieurs niveaux de confidentialité. L'enjeu n'est pas que sentimental, il est politique, économique, médiatique. Jean Sarkozy, jadis dauphin annoncé de la République, ne pouvait pas s'afficher comme un homme blessé, divorcé, échoué. Jessica, héritière d'un empire, ne voulait pas devenir l'ex-femme du fils de. Les deux familles ont convenu, selon certains témoignages indirects, de geler toute communication autour de la rupture. Le silence devient une loi non écrite. Mais les indices s'accumulent. À partir de 2018, Jean n'apparaît plus à aucune cérémonie officielle. Il n'est présent ni aux vœux de son père, ni aux événements familiaux. Jessica, de son côté, est totalement absente du paysage. Leurs enfants sont invisibles. Le couple disparaît comme évaporé. Plus troublant encore, les rares amis communs, interrogés par la presse spécialisée, refusent de s'exprimer, même anonymement. On ne parle pas des Sarkozy, encore moins quand il s'agit des enfants, glisse un ancien conseiller de l'UMP. Voici, dans un article paru en 2022, évoque pour la première fois une séparation discrète, sans entrer dans les détails. En 2024, Gala et Paris Match reprennent le flambeau, évoquant une relation dissoute depuis des années. Mais toujours aucune photo, aucune déclaration, aucun document officiel ne vient étayer les rumeurs. Le divorce, pourtant bien réel, reste un fantôme. Pourquoi tant de silence ? Pourquoi cette omerta absolue autour d'un événement somme toute banal ? Certains avancent une explication politique. Nicolas Sarkozy, déjà affaibli par ses démêlés judiciaires, n'aurait pas voulu ajouter une nouvelle fragilité à son image familiale. D'autres y voient un accord juridique rigoureux entre les deux clans, imposant des clauses de confidentialité strictes. Les plus cyniques évoquent une mise en scène, faire croire à une famille unie alors qu'elle est fracturée depuis longtemps. Une source confidentielle du Figaro, sous couvert d'anonymat, confie « Il y avait trop d'intérêts croisés pour laisser la presse creuser. Le silence a été organisé. Personne n'a parlé. Même les journalistes habitués à gratter ont reculé. » Un journaliste politique du Point confirme « Ce divorce, c'est le non-événement le plus contrôlé de la Ve République. » Mais derrière ce contrôle médiatique, que s'est-il réellement passé ? Selon certaines sources proches du couple, les tensions sont apparues dès 2013. Jessica aurait mal vécu la soudaine disparition de son mari de la scène politique. Lui, de son côté, se serait enfermé dans une frustration muette, celle d'un avenir brisé. Des disputes fréquentes, un mode de vie incompatible, des ambitions opposées. Jean aspirait à une existence publique qu'il n'assumait plus. Jessica, au contraire, cherchait à fuir toute forme d'exposition. Il est également question d'influences familiales divergentes. Le clan Sarkozy, rompu aux manœuvres, aurait mal accepté la réserve extrême des Darty. La famille Sebaoun, elle, aurait vu d'un mauvais œil les polémiques judiciaires entourant Nicolas Sarkozy. Deux mondes, deux méthodes, deux silences. Ce qui choque le plus, c'est que même aujourd'hui, les traces du divorce sont pratiquement introuvables. Aucun acte enregistré dans les registres publics, aucune mention dans les déclarations officielles. Même les plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy refusent d'aborder le sujet. Un ancien attaché parlementaire affirme « Jean a été effacé, volontairement. C'était la condition pour que tout le reste tienne debout. » Tout le reste, comprendre l'image de Nicolas, les ambitions de Louis Sarkozy, l'équilibre fragile d'une famille politique déjà fragilisée par les scandales. Le scandale n'est donc pas tant la séparation elle-même, mais sa dissimulation. Ce que la République n'a pas vu ou n'a pas voulu voir. Un divorce qui aurait pu humaniser un homme public, mais qui a été transformé en secret d'État. Et dans cette opération d'occultation, chacun a perdu quelque chose. Jean, son identité publique, Jessica, sa liberté d'expression, et la France, peut-être, une part de sa transparence démocratique. Rien n'a été volé, tout a été effacé. Il aurait pu tout avoir. Un nom qui ouvre les portes, une épouse issue d'une famille millionnaire, une carrière toute tracée. Mais Jean Sarkozy a choisi de disparaître. Ou peut-être a-t-il été invité à le faire.
Depuis 2020, il est devenu une silhouette floue dans le paysage médiatique français. Plus de déclarations, plus de mandats, plus de fonctions publiques. Juste une adresse discrète à Paris, une activité d'avocat à peine mentionnée et un silence pesant qui en dit long. Cette éclipse n'est pas seulement professionnelle, elle est existentielle. L'homme qui s'affichait naguère comme le dauphin républicain, celui qui enflammait les débats sur le népotisme à 23 ans, s'est replié dans une forme d'anonymat presque total. Et avec lui, c'est tout un pan de l'histoire politique contemporaine qui semble s'être refermé. Certains affirment que Jean Sarkozy a été sacrifié sur l'autel de la sauvegarde de l'image familiale, que son retrait fut une manœuvre stratégique, une façon de ne pas jeter davantage de discrédit sur un nom déjà éclaboussé par les affaires judiciaires de son père. D'autres parlent d'un choix personnel, d'un besoin vital de fuir une exposition devenue toxique. Mais une question demeure. Pourquoi si peu de traces? Pourquoi cette quasi-disparition, orchestrée avec une telle rigueur? Le divorce avec Jessica Sebaoun Attias, jamais officiellement confirmé, a joué un rôle déterminant. Non seulement il a privé Jean d'un appui familial solide, mais il a également brisé un équilibre symbolique, celui de deux héritiers de la France moderne. En se séparant de Jessica, Jean a rompu avec un monde de stabilité, de fortune, de discrétion. Il s'est retrouvé seul, sans mandat, sans parti, sans alliance, une figure silencieuse d'un roman politique inachevé. Pour ses proches, le vide laissé par cette chute est palpable. Un ancien camarade de Sciences Po confie « Jean était brillant, il comprenait les dynamiques de pouvoir, mais il s'est heurté à une réalité qu'il ne maîtrisait pas, le poids des attentes. » Une conseillère municipale ayant travaillé avec lui à Neuilly ajoute « Il voulait bien faire, il voulait prouver qu'il n'était pas juste un fils à papa, mais tout le monde voulait qu'il échoue. » Et Jessica, elle est restée fidèle à son silence. Après le divorce, elle a repris une vie encore plus discrète. Elle n'a jamais accordé d'interview, elle n'a jamais pris position publiquement, aucune présence sur les réseaux sociaux, aucun événement mondain, un effacement absolu. Mais à quel prix ? Plusieurs sources affirment qu'elle a quitté la région parisienne, d'autres disent qu'elle vit désormais à l'étranger. Personne ne le sait vraiment. Une femme jeune, intelligente, héritière d'une immense fortune, devenue invisible, par choix ou par nécessité. Ce retrait à double visage, celui de Jean et Jessica, renforce le mystère, une disparition croisée, presque chorégraphiée, comme si la séparation avait été conçue non pas comme un conflit, mais comme une soustraction, un accord pour tout effacer, pour tout annuler, sans trace, sans bruit. La justice elle-même n'a jamais été sollicitée publiquement. Aucun procès, aucune pension connue, aucune garde alternée médiatisée. Un divorce sans scandale apparent, mais qui, en creusant, révèle une immense fracture. Le plus tragique peut-être, c'est le silence qui entoure les enfants. On ne sait ni leur prénom, ni leur âge exact, ni leur lieu de vie. Une invisibilité totale. Voulue, imposée, protégée, nul ne peut trancher. Ce silence devient un mur, et ce mur une métaphore. Dans une démocratie où la vie privée est souvent bafouée, où le moindre fait et geste des personnalités publiques est disséqué, ce mutisme collectif est une anomalie, une exception, une démonstration de puissance. Quand un clan peut faire taire la République elle-même, c'est qu'il maîtrise non seulement le pouvoir, mais aussi l'oubli. Jean Sarkozy, aujourd'hui, n'est ni héros ni martyr. Il est un nom qui flotte, un visage qu'on reconnaît à peine, une histoire qu'on n'ose pas raconter. Un homme qui a aimé, perdu, disparu, et dont le silence résonne plus fort que toutes les campagnes électorales. Et si ce n'était pas l'échec, mais le silence, qui racontait le mieux notre époque? Le divorce Sarkozy-Attias, jamais annoncé, jamais commenté, jamais même assumé, est devenu un trou noir médiatique. Une affaire d'État invisible où chaque acteur a joué sa partition dans l'ombre. Jean Sarkozy, héritier désigné, a choisi ou a été contraint de s'effacer. Jessica Sebaoun Attias, enfant d'une dynastie économique, a préféré disparaître plutôt que s'exposer. Et la République, cette grande amoureuse de la transparence, a regardé ailleurs. Ce qui frappe, c'est l'efficacité avec laquelle cette séparation a été rendue illisible. Aucune rumeur persistante, aucun cliché volé, aucune maladresse publique. Comme si le couple n'avait jamais existé,
comme si leur histoire n'avait été qu'un épisode narratif dans le grand feuilleton du pouvoir. Pourtant, elle a bien eu lieu. Elle a été célébrée, exploitée, admirée. Puis, elle a été effacée, d'un revers de main, d'une volonté partagée de ne pas laisser de traces. Dans cette disparition, il n'y a ni drame tonitruant, ni scandale sexuel, ni procès spectaculaire. Et c'est peut-être ce qui la rend encore plus dérangeante, car elle révèle une autre forme de pouvoir, celui de soustraire, de contrôler, de domestiquer la mémoire collective. Un divorce qui, dans n'importe quelle autre famille politique, aurait fait la une des journaux, s'est transformé ici en événement silencieux. Un scandale d'autant plus retentissant qu'il n'a jamais éclaté. On peut y voir un symbole, celui d'une génération politique qui a préféré le retrait à l'affrontement, l'effacement à la lutte, la pudeur au conflit, mais aussi d'une société qui accepte qu'on lui cache des vérités tant que le vernis reste intact, tant que la façade tient, tant que le storytelling rassure. Jean Sarkozy n'a pas seulement perdu une épouse, il a perdu une promesse, celle d'un avenir écrit d'avance, celle d'un destin de lumière. Jessica, elle, a choisi l'ombre, la distance, l'inaccessibilité, et ensemble, ils ont écrit une histoire que personne n'a osé raconter, jusqu'à aujourd'hui. Alors, que reste-t-il? Une leçon, celle de ne jamais confondre silence et paix, celle de comprendre que parfois, ce qu'on ne dit pas en dit plus long que 1000 discours, celle, enfin, d'interroger ce que nous acceptons de ne pas savoir. Croyez-vous qu'une famille peut tout contrôler, même l'oubli? Pensez-vous qu'un divorce peut devenir une affaire d'État simplement parce qu'il dérange trop pour être raconté? Et surtout, que valent les contes de fées politiques quand même ceux-là finissent sans fin? Si vous souhaitez découvrir d'autres vérités effacées, d'autres vies figées dans le silence, abonnez-vous, car certaines histoires méritent d'être dites, même et surtout quand elles dérangent.